À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo « Les meilleurs outils pour se former ». Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! DAO. Que se cache-t-il derrière cet acronyme aux sonorités mystérieuses? Qu'est-ce au juste qu'une organisation autonome décentralisée, Decentralized Autonomous Organization en anglais? Comment cette nouvelle structure propose-t-elle de donner aux communautés numériques une puissance d'agir jamais vue jusqu'ici? Et surtout, comment se fait-il que ces organisations éveillent simultanément la crainte et la cupidité chez les grandes plateformes et investisseurs du web actuel? Le modèle des organisations autonomes décentralisées est la clé de voûte de l'architecture bourgeonnante du Web 3 et promet d'ébranler les fondations d'Internet telles que nous les connaissons aujourd'hui. L'univers des crypto-monnaies en général est un domaine en expansion rapide et en révolution permanente qui change le monde de la finance moderne et la manière dont les capitaux circulent aujourd'hui aux quatre coins de la planète. 2020 était l'année de la DeFi, la finance décentralisée. 2021, l'année des NFT. 2022 sera l'année des DAO. Prenez votre carte et votre machette et entrez avec nous dans une jungle numérique où le code fait loi et où le prédateur devient parfois la proie. Bienvenue sur Money Radar. Une chose est sûre, l'histoire des DAO a connu des débuts tumultueux et a failli se terminer aussi vite qu'elle a commencé. Revenons quelque temps en arrière en 2016, année de la création de la première DAO. La première organisation autonome décentralisée, nommée sobrement The DAO, a été déployée sur la blockchain Ethereum en avril 2016. Celle-ci a fait l'objet de l'une des plus impressionnantes campagnes de crowdfunding jamais réalisées, attirant plus de 154 millions de dollars d'investissement, dénominés principalement en Ethereum. L'idée derrière The DAO était simple mais innovante. Il s'agissait de créer un fonds de capital risque contrôlé directement par ses investisseurs par le biais de tokens spécifiques disponibles publiquement. Pour celles et ceux à qui ces termes n'évoquent pas grand-chose, faisons une courte mise au point. Schématiquement, un fonds de capital risque dans la finance traditionnelle est une entreprise offrant des financements privés à des startups considérées comme prometteuses afin de leur permettre de lancer un produit ou un service. Le fonds reçoit en échange des parts de l'entreprise financée. Ces parts représentent un placement à très haut risque qui peut se solder par une perte totale du montant de l'investissement si la jeune entreprise fait faillite ou au contraire par un décuplement du capital de départ si l'entreprise se développe. Si vous avez entendu parler d'Airbnb, de Coinbase ou encore de SpaceX, vous connaissez des entreprises financées par des fonds de capital risque. Ordinairement, et à moins d'être extrêmement fortuné, ce type d'investissement n'est pas ouvert aux particuliers. C'est justement là que The DAO innove. Non seulement il permet aux particuliers d'investir dans un fonds de capital risque en achetant les tokens créés par la plateforme, mais il leur permet aussi de voter pour choisir vers quelle start-up leur investissement sera dirigé. Au lieu d'un mécanisme de décision traditionnel, central, hiérarchique et opaque, The DAO propose un système de gouvernance nouveau, décentralisé, démocratique, transparent et automatique. Décentralisé parce que son bon fonctionnement ne dépend pas d'un groupe de dirigeants, mais d'un smart contract déployé sur une blockchain, en l'occurrence Ethereum. Démocratique parce qu'en vertu de ce contrat, chaque détenteur de token The DAO se voit attribuer un pouvoir décisionnel proportionnel au nombre de tokens qu'il a en sa possession. Transparent parce que le smart contract qui structure The DAO est open source et consultable sur la blockchain par tous et à tout moment. Automatique parce que le contrat n'a pas besoin d'intervention humaine pour s'exécuter. Bref, c'est peu de dire que The DAO était en avance sur son temps. En fait, en 2016, il l'était sans doute un peu trop. Les concepteurs du projet n'imaginaient pas l'ampleur colossale qu'il allait prendre en quelques semaines seulement et la douzaine de millions de Ether qui y seraient investis. Ce financement, qui totalisait 14% du nombre total d'Ether en circulation à l'époque, serait aujourd'hui valorisé à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les smart contracts de The DAO étaient insuffisamment testés et n'avaient pas été audités par une firme indépendante comme c'est aujourd'hui la norme. Ils avaient été rédigés dans le langage de programmation Solidity, qui n'existait à l'époque que depuis quelques mois, sur une blockchain qui, elle aussi, avait moins d'un an.
Il ne fallut pas longtemps avant que cette proie appétissante et quasiment sans défense attire l'attention de prédateurs aguerris. Le 17 juin 2016, jour fatidique, l'exploitation d'une faille de réentrance permettrait à un groupe de hackers de drainer le smart contract de The DAO à hauteur de 100 Ether par seconde. La panique qui s'ensuivit causera la chute brutale du cours de l'Ether et motive la décision encore aujourd'hui controversée d'avoir recours à une hard fork. Cette hard fork a permis de dédoubler la blockchain Ethereum en 2 versions parallèles. L'Ethereum Classic, où le hack de la DAO avait eu lieu, et une version antidatée d'Ethereum où le piratage ne s'était pas encore produit. C'est cette dernière version qui porte le nom aujourd'hui et qui a le succès qu'on lui connaît. Ce retour dans le temps, loin d'être consensuel, a été considéré par certains comme étant une négation du principe fondamental de l'immutabilité de la blockchain. Si on peut décider d'annuler une ou plusieurs transactions rétroactivement, même après un vote, alors y a-t-il vraiment une différence entre les crypto-monnaies et le système financier traditionnel ? Le hack de la DAO a ébranlé durablement la confiance des investisseurs dans l'Ether et dans la crypto-économie en général. Dans la jungle, un faux pas peut vite s'avérer désastreux, voire fatal. The DAO a disparu aussi vite qu'il était surgi. Mais l'idée qui la sous-tendait a subsisté et a fait des émules. Aujourd'hui, le modèle de la DAO renaît de ses cendres sous de multiples formes et sans la naïveté des débuts. Il est armé pour conquérir les écosystèmes dans lesquels il se déploie. Les années 2020, 21 et 22 ont vu une explosion du nombre d'organisations autonomes décentralisées réparties sur différentes blockchains et aux objectifs divers et variés. Ces nouvelles communautés constituées d'investisseurs gérant une trésorerie permettent à leurs membres d'exercer collectivement un niveau d'influence jusqu'ici réservé uniquement à des acteurs institutionnels, étatiques ou fortunés. Les quelques exemples suivants vous permettront de vous faire une idée des forces de ce nouveau modèle. Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Les organisations autonomes décentralisées sont si nouvelles et se développent si rapidement qu'une telle tentative serait vouée à l'échec. En revanche, avec un peu de chance, elle vous permettra d'entrevoir le potentiel de cette technologie dans le domaine de la finance décentralisée et au-delà. Commençons avec l'animal le plus imposant de la jungle de la DeFi, Curve Finance. Le protocole Curve Finance, lancé en janvier 2020, est un DEX, un échange décentralisé, permettant à ses utilisateurs d'échanger leurs stablecoins et de les prêter à la plateforme en échange d'un rendement annualisé. L'efficacité et la fiabilité de l'application en ont fait le plus gros protocole décentralisé par TVL, toutes chaînes confondues, avec une valorisation de 20 milliards de dollars au moment de l'écriture de cette vidéo. Pour ceux qui l'ignoreraient, la TVL, ou valeur totale verrouillée en français, représente la valorisation totale de tous les actifs et intérêts déposés dans un protocole. Cette donnée est communément utilisée pour évaluer le poids des applications de finances décentralisées. Le fonctionnement de Curve Finance est basé sur un système de gouvernance décentralisé. Son token CRV, distribué à ses utilisateurs, leur permet de décider de la gestion de la plateforme et de la manière dont les récompenses sont réparties sur chaque pool de liquidité. Le pouvoir de décision de chaque votant est calculé en fonction du nombre de tokens impliqués et de la durée pour laquelle l'utilisateur a choisi de les verrouiller dans le système. La gouvernance du protocole a pris une véritable dimension politique, car distribuer des récompenses à une pool plutôt qu'à une autre incite les utilisateurs de Curve à déposer leur liquidité dans la pool qui leur sera la plus profitable, ce qui crée un effet boule de neige. D'autres protocoles se sont ainsi construits sur Curve pour capter ce pouvoir de gouvernance et diriger les récompenses sur certaines pools. Ces guerres d'influence économique qui font rage encore aujourd'hui ont été baptisées les Curve Wars et s'apparentent à une sorte de tir à la corde dans lequel chaque joueur tente d'acquérir le plus d'influence possible sur la gouvernance de la DAO afin de faire tomber les récompenses dans son portefeuille plutôt que dans celui du voisin. Penchons-nous maintenant sur une autre plateforme de finance décentralisée, MakerDAO, au fonctionnement et à la portée fort différents. MakerDAO est un protocole de finance décentralisé créé en 2014, permettant à ses utilisateurs d'emprunter et de rembourser des prêts de manière automatique. Concrètement, les smart contracts de l'application permettent à ses utilisateurs d'obtenir des DAI, la stablecoin de Maker, en échange d'un dépôt surcollatéralisé de crypto-monnaies. Par exemple, un utilisateur déposant $150 en Ethereum sur MakerDAO se verra reverser $100 en DAI générés par la plateforme. L'utilisateur peut décider de récupérer son collatéral à tout moment ou de multiplier son exposition aux cryptos prêtés en convertissant et en réinvestissant les stablecoins obtenus. L'alignement entre le prix du DAI et du dollar est conservé par un système d'appréciation ou de dépréciation du taux d'intérêt sur les prêts et par un mécanisme de liquidation si le cours du collatéral passe en dessous d'une limite prédéfinie. Le fait que l'indexation de la stablecoin DAI soit assurée par une réserve décentralisée de crypto-monnaies la différencie fondamentalement de ses consoeurs USDT, Tether, et USDC, Circle.
En effet, ces dernières tirent leur stabilité d'une réserve monétaire centralisée dans la devise indexée, en l'occurrence le dollar. Cette caractéristique fait de DAI la première stablecoin crypto-native. Elle est de fait beaucoup plus déconnectée du système financier traditionnel que ses équivalents USDC et USDT, et sa gestion décentralisée la rend plus résistante à d'éventuels assauts réglementaires. De plus, son fonctionnement transparent basé sur des smart contracts immuables lui confère un avantage aux yeux de nombreux investisseurs, surtout étant donné les doutes planant sur la nature et la gestion opaque des fonds de Tether. Enfin, l'un des intérêts cruciaux de DAI est la composabilité de son protocole, c'est-à-dire sa capacité à interagir automatiquement avec d'autres smart contracts. Ainsi, des applications tierces peuvent utiliser les services de prêt de Maker pour construire leur propre cas d'usage. C'est cette interopérabilité qui a valu à la DeFi la description de Lego monétaire. Comme vous l'avez peut-être deviné, MakerDAO utilise aussi un token de gouvernance, le MKR. Ce token permet à ses détenteurs de voter lors de propositions d'abondement de la plateforme. Il leur permet aussi de déterminer certains paramètres du protocole, comme les taux de collatéralisation des prêts. Les utilisateurs sont rémunérés à chaque vote avec le MKR ayant été prélevé au titre de frais par l'application. Ce mécanisme d'incitation permet à MakerDAO de conserver une communauté active et engagée dans son maintien. Le MKR sert aussi à soutenir le prix du DAI en dernier recours. Si la valeur des crypto-monnaies collatéralisées pour la création du DAI baisse trop brutalement, dans le cas d'une chute du cours de l'Ethereum par exemple, la plateforme crée des tokens additionnels qu'elle met en vente sur le marché afin d'assurer que sa stablecoin soit toujours adossée à une réserve de valeur suffisante. Cette horlogerie minutieuse de freins et de contrepoids et la confiance de ses utilisateurs font de MakerDAO l'un des protocoles les plus couronnés de succès de la DeFi. Ils lui valent la 2e place en termes de TVL derrière Curve Finance. Comme nous venons de l'illustrer, le modèle des DAO jouit déjà d'un fort succès dans le domaine de la finance décentralisée, y étant employé par les plus gros protocoles. Intéressons-nous maintenant aux applications et aux usages des organisations autonomes décentralisées dans d'autres domaines. La communauté PleasrDAO est centrée sur l'acquisition et l'exposition d'œuvres d'art, souvent sous forme de NFT, considérées comme ayant une importance culturelle particulière. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les NFT, Moni Radar a fait une vidéo à ce sujet, disponible dans le lien en descriptif. L'organisation PleasrDAO, après avoir levé des fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars, a fait l'acquisition du mime Doge original pour 4 millions, d'une œuvre d'art du célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden pour 5,4 millions, et de l'album inédit du Wu-Tang Clan Once Upon a Time in Shaolin pour 4 millions. Une autre communauté, ayant des liens étroits avec celle de Pleasr et baptisée Free Ross DAO, a vu le jour en décembre 2021. Son objectif est simple, participer à la vente aux enchères d'une NFT de Ross Ulbricht afin de l'aider à lever des fonds destinés à payer ses frais d'avocat. Ross Ulbricht est le fondateur du site Silk Roads, la plus célèbre plateforme d'achat et de vente du dark web jusqu'à sa fermeture par le FBI en novembre 2014. Suite à sa capture, il a été condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 40 ans. Cette peine est considérée comme abusive par de nombreux internautes et Free Ross DAO a fait l'acquisition du premier NFT de Ross Ulbricht pour la somme de 1446 Ethereum, soit environ 6,2 millions de dollars. Cette somme a été collectée par la plateforme qui a reversé son token Free aux contributeurs en fonction de leur participation. Free Ross DAO s'est engagé à fractionnaliser la propriété de ce NFT entre les membres de sa communauté au prorata de la quantité de Free qu'ils détiennent. L'organisation s'est aussi engagée à utiliser des fonds qui lui ont été versés pour participer aux ventes, aux enchères des futurs NFT de Ross Ulbricht, en faisant ainsi monter le prix, et à lutter pour une réforme du système pénitentiaire aux États-Unis. Le succès de la Free Ross DAO a inspiré la création de nouvelles DAO caritatives, telles que la Assange DAO, qui a levé plus de 53 millions de dollars en moins d'une semaine pour financer la défense du fondateur de Wikileaks. Quoi que vous pensiez de Ross Ulbricht ou de Julian Assange, le succès de ces DAO caritatives présage d'une augmentation conséquente de l'influence des organisations non gouvernementales et de leur capacité à agir concrètement. En distribuant des tokens, ces organisateurs incitent leur communauté à contribuer de manière désintéressée, comme le font les ONG traditionnelles. Mais le fait que les jetons distribués conservent une valeur marchande après leur émission constitue aussi une opportunité pour les investisseurs de générer un profit éventuel en les revendant. Cet appel simultané aux pulsions prosociales de l'être humain et à l'appât du gain, combiné avec une suppression des barrières à l'entrée pour les petits investisseurs, constitue un catalyseur puissant à même de mener à des levées de fonds conséquentes. Penchons-nous sur le cas Constitution DAO pour voir les résultats de cette double incitation en pratique. L'organisation Constitution DAO a été fondée dans le but de faire l'acquisition d'une copie originale de la Constitution des États-Unis. Malheureusement pour ses membres, la vente aux enchères n'a pas été gagnée par la communauté, malgré une contribution totale de 47 millions de dollars.
Suite à cette défaite, la plateforme a donné à ses membres l'opportunité de rééchanger leur token People contre l'Ethereum, initialement investi dans le projet, ce qui a mené une réduction du nombre de People en circulation. Cette raréfaction de l'offre a mené à une augmentation importante de la valorisation du token de constitution DAO après l'annonce de la fin du projet, dépassant de beaucoup sa valeur d'achat initiale, ce qui peut sembler paradoxal. Si l'objectif initial a disparu, la communauté subsiste et tente de se réorganiser pour créer d'autres projets utilisant le token People qu'il possède. Une organisation dont la portée était initialement symbolique a fait des millionnaires par accident. Dans un style différent, l'organisation autonome décentralisée Krause House a été fondée dans l'optique d'acquérir et de gouverner démocratiquement une équipe de NBA. Bien que cet objectif soit extrêmement ambitieux et qu'il soit peu probable que cette DAO l'atteigne, il montre l'étendue des possibilités rendues envisageables par ces communautés. Indéniablement, l'un des projets incorporant une DAO ayant fait couler le plus d'encre en 2020 et 2021 est la plateforme Decentraland. En développement depuis 2015, l'application est connue pour avoir popularisé le concept de Metaverse et pour la couverture médiatique dont ont bénéficié la vente de ces terrains virtuels. Si vous désirez en apprendre plus sur le Metaverse, Moni Radar a fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Le jeton de gouvernance de la plateforme Decentraland est le MANA. Il permet à ses détenteurs de voter lors de sondages consultatifs et de scrutins obligatoires pour décider de l'allocation des subventions par la communauté, de l'ajout de serveurs à la plateforme, de la gestion du monde virtuel de Decentraland et du bannissement éventuel de membres indésirables. Les smart contracts qui sous-tendent la plateforme peuvent aussi être amendés par la communauté, qui doit dans ce cas suivre une procédure spécifique. Les avancées et le succès rencontrés par les plateformes à gouvernance décentralisée telles que Decentraland n'ont pas échappé aux acteurs établis de la sphère technologique. Si certains, comme Facebook, qui a récemment fait main basse sur le préfixe Meta, ont décidé d'entrer en compétition avec elle pour conserver leur mainmise sur le secteur des communications, la plupart des investisseurs du Web 2.0 regardent le Web 3 avec gourmandise. Ainsi, le milliardaire Peter Thiel, conçu pour avoir fondé PayPal et pour avoir été le premier investisseur extérieur de Facebook, a récemment placé des capitaux sur le protocole de DeFi BitDAO. L'application ThirdWeb, qui a pour ambition de faciliter la création d'applications Web3 et de DAOs, a quant à elle attisé la convoitise du milliardaire Mark Cuban et de l'influenceur Gary Vaynerchuk. L'appétit vorace de ces poids lourds de l'investissement pour toutes les facettes du Web3 et leur influence dans ce domaine ont été critiqués par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Selon lui, la nouvelle itération du web n'est pas aussi décentralisée qu'on le prétend et est au contraire aux mains de ces venture capitalists et de leurs fonds d'investissement. Ce genre de critique du Web3 est différente de celle qu'on entend habituellement parce qu'elle provient d'un bitcoiner convaincu. Jack Dorsey soutient que l'idéal de décentralisation défendu par l'écosystème crypto n'est pas honoré et que ce récit fictif permet au contraire aux acteurs les plus fortunés de détrousser les particuliers. Ils sont accusés de le faire en manipulant des jetons à faible capitalisation et en participant à des schémas pump and dump consistant à investir dans des projets avant qu'ils soient disponibles publiquement et à vendre une fois que les particuliers commencent à acheter les jetons. Ce qui provoque ainsi un transfert de capital en faveur des venture capitalists. Si ces remarques ont donné lieu à des réactions diverses, il faut admettre que les DAO ne sont pas exemptes de critiques et que beaucoup de points d'ombre restent encore à éclaircir. Leur futur, bien que prometteur, reste incertain. Le modèle des organisations autonomes décentralisées est très ambitieux et plein de promesses. Il a le potentiel de changer les sociétés dans lesquelles nous vivons en offrant de nouveaux leviers d'action digitaux. Il reste cependant de nombreux défis à relever dans ce domaine. Est-on à même d'offrir un niveau de sécurité suffisant pour protéger ces organisations en cas d'attaque informatique ? Les DAO ont-elles vocation à se répandre et à séduire le monde de la finance traditionnelle ? Qu'en est-il de leur statut juridique et de la réglementation en vigueur ? L'effervescence et l'excitation parcourant l'écosystème fleurissant dans lequel s'épanouissent les DAO et les innovations quasiment quotidiennes dans les domaines du Metaverse, de la DeFi, de la GameFi, des NFT ne doivent pas faire oublier que les piratages et dysfonctionnements y sont monnaie courante. La cryptoéconomie, de par ses fondements même, ne dispose pas des filets de sécurité de la finance traditionnelle. Le code fait loi. Ce principe, s'il a pour avantage de permettre de se passer d'intermédiaires, fait reposer une forte pression sur les épaules des programmeurs qui développent des smart contracts régissant le fonctionnement des plateformes. La moindre perméabilité, la moindre faille dans ces programmes peut très rapidement faire courir un risque existentiel à ces applications et aux liquidités dont elles ont la garde. Le piratage le plus imposant de ces derniers mois est sans conteste le hack de Poly Network. Le 10 août 2021, une faille dans les smart contracts de la plateforme a permis aux pirates d'en extraire 610 millions de dollars. Les hackers ont rendu leur butin à la plateforme quelques jours plus tard, en échange d'une cessation des poursuites, d'un poste de conseiller de sécurité de la plateforme et d'une juteuse récompense de 500 000 dollars.
Ce piratage a reposé sur l'exploitation d'un programme de transaction cross-chain de la plateforme, c'est-à-dire d'un logiciel dont le but est de transférer des jetons d'une blockchain à une autre. Ceci n'est pas vraiment une surprise. Selon le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, les transactions entre les blockchains sont très difficiles à sécuriser efficacement. L'importance d'avoir des smart contracts absolument sécurisés et hermétiques a mené à la création et au développement d'entreprises spécialisées dans l'audit de ces contrats. Si une plateforme souscrit à l'un de ces services et que ces contrats, après avoir été dûment testés, sont déclarés viables et sécurisés, la plateforme se voit attribuer un certificat par la firme d'audit. Ces certificats sont le gage pour les utilisateurs de la plateforme qu'ils peuvent s'en servir sans risque. Même si cette démarche est louable, elle ne suffit pas à garantir que la plateforme auditée soit imprenable. 326 millions de dollars ont ainsi été extraits de l'application Wormhole le 3 février 2022. Le fait que la plateforme ait été certifiée par la firme Neodyme n'a pas suffi à empêcher l'exploitation d'une faille dans l'un de ses logiciels réalisant des transactions cross-chain. D'autre part, les hackers peuvent parfois s'introduire dans une application pour en siphonner les liquidités sans avoir à compromettre ses smart contracts. Dans le cas de Badger DAO, d'où 120 millions de dollars ont été dérobés le 2 décembre 2021, il a suffi aux pirates d'injecter un script malicieux dans l'interface utilisateur du site. Dans ce cas, la vulnérabilité des smart contracts n'entre pas en compte, car le pirate peut les utiliser à ses fins. Peu importe donc qu'ils aient été audités. Il arrive aussi que certaines applications dysfonctionnent sans qu'une attaque extérieure soit menée contre elles. Le protocole Iron Finance, dont certaines caractéristiques vous rappelleront peut-être MakerDAO, en a fait les frais en juin 2021. L'application Iron Finance a un fonctionnement basé sur l'émission d'une stablecoin, Iron, collatéralisée par un autre jeton, Titan. Le 16 juin, une vente massive de Titan a causé la chute brutale de sa valuation, la faisant passer de plus de 64 $ à une fraction de centime. Cette perte rapide de valeur a provoqué la perte de l'alignement entre la stablecoin Iron et le dollar qu'elle était censée suivre. Cette déstabilisation a à son tour causé une panique bancaire où les utilisateurs d'Iron Finance tentaient de récupérer le collatéral sur lequel le stablecoin était adossé afin de le vendre, perpétuant ainsi la spirale négative. Même si le projet Iron Finance continue d'exister aujourd'hui dans une nouvelle version, son nom évoque pour la plupart des investisseurs un très mauvais souvenir et une expérience aux résultats désastreux. Au-delà des dysfonctionnements et des piratages, il arrive que les risques que les DAO courent viennent de leur communauté elle-même. Le 27 janvier 2022, la DAO Time Wonderland a vu la valuation de son token WMemo, qui avait déjà plongé sous son niveau de collatéralisation théorique, tomber en chute libre après l'annonce de la véritable identité d'un des membres principaux de l'organisation. Celle-ci a été découverte par l'enquêteur blockchain ZachXBT, qui a posté sur Twitter une capture d'écran d'une conversation avec le fondateur de Time Wonderland, Daniele Sestagalli, révélant qu'il avait déterminé que le trésorier de la plateforme, connu sous le pseudonyme de Sifu, n'était qu'autre que Michael Patron. Ce dernier, dont le nom était Omar Danani avant qu'il ne le change légalement, est un délinquant en col blanc multirécidiviste, condamné plusieurs fois pour usurpation d'identité, fraude bancaire, vol qualifié et cybercriminalité, et ayant purgé une peine de prison ferme. Il est aussi connu pour ses liens avec Quadriga CX, qui était le plus gros site d'échange de crypto-monnaies canadien, avant que son PDG meure et qu'une partie des fonds, d'une valeur de 250 millions de dollars canadiens, ait mystérieusement disparu. Il va sans dire que la révélation du fait que la trésorerie de Time Wonderland, qui dépassait parfois le milliard, ait été confiée à un tel personnage, a été très mal reçue. Au-delà de ce cas spécifique, cette situation pose la question de la décentralisation véritable de certains DAO, qu'une poignée de membres, souvent sous un pseudonyme, contrôle en quasi-totalité. Tous ces risques de dysfonctionnement, de fraude et de piratage ont des conséquences dramatiques sur les membres des communautés concernées quand ils se concrétisent, mais ils tendent aussi plus largement à donner à l'écosystème crypto une réputation sulfureuse, peu propice à une adoption de ces protocoles par le grand public. Il est cependant à noter que des passerelles entre la finance traditionnelle et la DeFi ont d'ores et déjà été établies. Le 1er octobre 2021, Forge, une succursale de la Société Générale, a fait une proposition officielle d'amélioration sur la plateforme MakerDAO. Ces interactions sont sans doute vouées à se multiplier et à se normaliser dans les années à venir, et il n'est pas inenvisageable que l'accès à la finance décentralisée par le grand public se fasse dans un premier temps par le biais des banques commerciales. Les esclandres ponctuels et les scandales comme celui de Time Wonderland attirent aussi l'œil peu amène des législateurs et posent la question de l'encadrement juridique des DAO, dont la situation légale est indéterminée et ambiguë aux États-Unis comme en Europe. Les jetons de gouvernance des DAO doivent-ils être soumis à l'inspection et aux catégorisations des gendarmes financiers américains de la SEC ou de leurs homologues européens? Dans un rapport d'octobre 2021, le fonds américain de capital risque Andreessen Horowitz apporte des éléments de réponse et préconise la création d'une nouvelle entité juridique ayant son cadre propre.
Selon eux, cette nouvelle catégorie permettrait à la fois de définir clairement les droits et les devoirs des membres d'une communauté et de créer des attentes claires et précises en matière de régime fiscal. La circulation continue et sans entrave des jetons de gouvernance doit être prise en compte et il serait difficile de faire entrer les DAO dans un régime préexistant. Ce débat sur la forme juridique n'est pas à prendre à la légère. Par le passé, des innovations légales telles que la société à responsabilité limitée ont permis l'émergence de nouvelles entreprises comme la Compagnie britannique des Indes orientales, qui a mené à l'émergence des empires coloniaux et industriels et aux États-nations tels que nous les connaissons. Les DAO représentent aujourd'hui une avant-garde technologique et sociale qui nous permet d'imaginer de nouvelles façons de nous associer pour atteindre un objectif commun. Tout reste donc à prouver pour ces organisations dont l'histoire ne fait que commencer. Leur potentiel est indéniable, mais il ne pourra se concrétiser que si elles trouvent des garanties convaincantes à donner à leurs utilisateurs pour les prémunir des risques endémiques à la crypto-économie et ainsi à gagner leur confiance. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez notre chaîne, likez, partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux et nouveautés. Le groupe Discord Money Radar est lancé. C'était Money Radar, on vous dit à très bientôt.